La Nouvelle-Calédonie a voté. La collectivité française a fait le choix, avec plus de 56% des scrutins, de ne pas s'engager dans un processus d'indépendance. Un résultat bien moins tranché que prévu, avec de grandes disparités territoriales. Emmanuel Macron entame son petit tour de France mémoriel de la Grande Guerre, un parcours du combattant pour le président alors que l'exécutif peine à se positionner face à l'histoire de France. Alors qu'Asia Bibi a été acquittée, le sort de la chrétienne accusée de blasphème est toujours incertain. Les islamistes radicaux se déchaînent dans le pays et si le mari de cette mère de famille a demandé l'asile à plusieurs pays, le gouvernement pourrait bien l'empêcher de quitter le territoire. Madame, Monsieur, bonsoir. La Nouvelle-Calédonie restera française avec 56% des scrutins en faveur du maintien de l'archipel dans le giron français. Le résultat est bien moins tranché que prévu et la question d'indépendance est bien loin d'être évacuée. Toutes les formations politiques ont confirmé leur volonté de poursuivre le dialogue et d'échanger collectivement. C'est la raison pour laquelle je proposerai à tous les membres du comité des signataires de se retrouver autour de la ministre des Outre-mer et de moi-même au mois de décembre à Paris pour une réunion qui devra permettre de tirer collectivement les premières conclusions de ce référendum. Il faudra bien une réunion pour tirer les enseignements de ce scrutin. En effet, malgré le discours d'Emmanuel Macron, silencieux en amont du référendum, sur la marque de confiance en la République qu'avait montré la Nouvelle-Calédonie, le résultat est davantage à nuancer. Alors que les loyalistes s'attendaient à une victoire du non avec un score au moins égal aux 70-30 des accords de Nouméa signés en 98, les chiffres sont bien plus mesurés. En effet, avec 43,6% de votes favorables à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le vote indépendantiste progresse par rapport aux élections provinciales de 2014, et ce alors même que la participation a également augmenté. Dans la mesure où les accords de Nouméa permettent d'organiser encore 2 autres référendums d'ici 2022, rien n'est terminé. Mais au-delà du résultat final, le scrutin a surtout montré une très grande disparité dans les territoires. En effet, malgré le succès global du non, le nord de l'archipel, où près de 74% des habitants sont kanaks, a voté à 75% pour le oui à l'indépendance. Sans surprise, donc, les Calédoniens d'origine sont donc plus favorables à leur émancipation que les Caldoches, les habitants d'origine européenne installés depuis plusieurs générations. Le sud de l'archipel, plus riche et également plus peuplé, s'est quant à lui clairement prononcé contre l'indépendance, avec 73,7%. À Nouméa, la capitale, le score monte même jusqu'à plus de 80%. Face à ces disparités, mais aussi face à ce résultat mitigé, tout porte donc à croire que Paris va devoir avancer vers des principes d'autonomie accrue, un compromis à conclure avec les branches indépendantistes pour calmer les plus virulents et faire basculer les moins convaincus. La situation est donc bien loin d'être réglée, tout porte à croire que d'autres référendums seront ainsi organisés d'ici 2022 et si les votes conservent leur progression, l'indépendance ne pourrait être qu'une question de temps. Une question de temps aussi pour l'après, car la Nouvelle-Calédonie, dans l'hypothèse où elle déciderait de s'émanciper de la France définitivement, ne resterait pas longtemps à l'abri de la prédation chinoise, ni dans une moindre mesure de la prédation australienne. Itinérance mémorielle pour Emmanuel Macron. À la peine dans les sondages, le président de la République part en tournée dans les hauts lieux symboliques de la Grande Guerre, mais le plan com semble enrayé. Olivier Frère-Jacques. Une commémoration sans expression, trop militaire. Emmanuel Macron a commencé sa tournée d'hommage pour la Grande Guerre à Strasbourg dimanche et poursuivra ses pérégrinations mémorielles pendant 8 jours. En tout, 17 départements de l'Est et du Nord de la France seront parcourus par le président. Des commémorations pour des soldats morts pour la France que le président de la République entend démilitariser, une manière de réécrire ou tout au moins de réinterpréter l'histoire qui a du mal à passer auprès de nombreux Français mais aussi d'officiers supérieurs de l'armée. Le général Martinez déplore que les hommages ne célèbrent pas la victoire pour ne pas froisser l'Allemagne. Les hommages qui seront rendus, c'est quelque chose de classique et de tout à fait normal. Mais je crois que pour marquer ce centenaire, il était nécessaire d'y apporter quelque chose de plus. D'autant que la décision de ne pas célébrer la victoire, de ne pas, je dirais, rendre les honneurs aux armées françaises. Tout cela a été, je dirais, décidé en consultant les Allemands, en consultant la chancelière. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très, très étonnant et très choquant.
Loin d'être un simple devoir de mémoire, les commémorations sont aussi l'occasion pour le président de renouer avec l'électorat alors qu'il est au plus bas dans les sondages. En se déplaçant dans des territoires ruraux auprès de populations qui ne lui sont majoritairement pas acquises, le jeune président est en opération séduction et entend prendre de la hauteur en s'inscrivant dans l'histoire du pays. Mais les polémiques autour de l'absence de commémoration de la victoire française semblent faire de cette rencontre avec les citoyens un rendez-vous manqué. Pour le général Martinez, cet épisode reflète même une absence de connaissance de l'histoire de France de la part du président. C'était peut-être l'occasion de redonner à nos concitoyens, d'exalter un petit peu les valeurs patriotiques, c'est-à-dire le dépassement de soi, le courage, le sacrifice, voilà. Et tout cela est finalement balayé. C'est mal connaître l'histoire des armées françaises pour notre président. Lorsqu'il dit finalement nos poilus n'ont été que des civils que l'on a armés, je crois qu'il se trompe lourdement. Et cette déclaration n'est pas digne aujourd'hui d'un président de la République. Voilà ce qu'on peut dire. La tournée commémorative d'Emmanuel Macron a débuté le 4 novembre et touchera à sa fin le 11 novembre à Paris. Une tournée qui l'écarte un peu des difficultés politiques rencontrées par le gouvernement Philippe, mais qui ne devrait pas vraiment lui permettre de grappiller des points dans les enquêtes d'opinion. Les descendants de poilus goûteront probablement assez peu d'une soupe commémorative tiède pendant laquelle le chef des armées aura omis la victoire de son propre pays. Le Pakistan s'enflamme après l'acquittement d'Asia Bibi. Après 3 jours de manifestation des islamistes, le gouvernement semble vouloir empêcher la chrétienne de quitter le pays. Olivier Frère-Jacques. Asia Bibi acquittée mais pas sortie d'affaire. La chrétienne pakistanaise accusée de blasphème doit faire face à une mobilisation massive des islamistes dans le pays. Ces derniers, non contents de la décision de la Cour suprême, manifestent depuis l'acquittement et ont obtenu du gouvernement l'ouverture d'une procédure empêchant Asia Bibi de quitter le pays. Les islamistes maintiennent la pression et dénoncent un jugement allant à l'encontre des valeurs du pays. Ils n'hésitent pas non plus à parler d'un complot international contre les intérêts de la République islamique du Pakistan. क्योंकि ये एक आलमी दबाव के नतीजे में इस तरह का फैसला किया गया और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान में इंसदाद तौहीन रिसालत का जो कानून है और इसी तरह पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के हवाले से और दीगर जितने दीनी क़वानीन हैं, दरअसल उनको ख़त्म करने का एजेंडा है और ये उसी की एक कोशिश है। हम इस मामले को अलग करके नहीं देख रहे, बल्कि उस सारे तनाजुर में हम इसको। Incarcérée depuis maintenant 8 ans, Asia Bibi reste pour le moment en prison. Son avocat, qui s'estimait menacé, a pour sa part quitté le territoire. Le mari d'Asia Bibi a d'ailleurs demandé l'asile pour l'ensemble de sa famille à 3 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. 3 pays qui ont sur leur territoire des communautés chrétiennes pakistanaises. Donald Trump, premier visé par cette demande, pourrait ainsi profiter de l'occasion pour se faire un petit coup de pub à moindre frais. En pliant face aux requêtes des islamistes qui ont bloqué le pays 3 jours durant, les autorités pakistanaises ont probablement relancé l'affaire Asia Bibi pour plusieurs mois au moins. Coup de tonnerre dans le petit monde du ballon rond. 2 ans après la publication de 18 millions de documents officiels, Football Leaks a fait éclater au grand jour une nouvelle série de révélations sur les dessous des grands clubs européens et des grandes institutions du football mondial. Thibaut Bastide. Football Leaks, épisode 2, 2 ans après la première secousse qui avait mis en lumière le système des transferts et des montages fiscaux plus que douteux autour des contrats des plus grands joueurs mondiaux dont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'opération internationale d'investigation sur le petit monde du foot menée par des médias européens dont Mediapart en France a dégainé sa seconde salve. Pendant 8 mois, 80 journalistes ont épluché des millions de documents confidentiels pour le moins juteux. En effet, cette nouvelle phase de révélation s'est attaquée au cœur du réacteur footballistique, le fonctionnement au sein des plus grands clubs européens en visant tout particulièrement les propriétaires venant du Golfe essentiellement. Ainsi, le Paris Saint-Germain et Manchester City, détenus respectivement par l'émir du Qatar et le Premier ministre adjoint des Émirats arabes unis, sont au centre des interrogations après avoir construit leur puissance économique au sein du foot européen en contournant allègrement le fair-play financier avec des contrats de sponsoring
surdimensionné. Le tout appuyé par la bienveillance des dirigeants de l'UEFA, l'instance du football européen. En effet, selon les Football League 2, l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, et son successeur, Gianni Infantino, auraient gentiment couvert les petits arrangements de ces deux clubs au déficit impressionnant en négociant un accord. Si ces magouilles du golf n'étonnent personne, les révélations vont encore plus loin. Pour s'assurer des revenus toujours plus conséquents, 11 des plus grands clubs du vieux continent, le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, le PSG, le Milan AC, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool et Arsenal, auraient commencé à réfléchir à créer une compétition entre super riches. Un cercle fermé dans lequel les milliards couleraient à flot. Face à la crainte de voir une nouvelle compétition venir concurrencer la très emblématique Ligue des Champions, l'UEFA aurait là encore lâché du lest sur les places attribuées à chaque pays en C1, donc à ces mêmes clubs et sur le versant économique. Rien ne semble donc pouvoir arrêter l'hégémonie des clubs à la puissance économique sans limite, pas même les prétendues sanctions du fair play financier. Ainsi, les lois du football qui voulaient que la puissance d'un club se détermine sur le rectangle vert appartiennent à un temps révolu, car il s'agit désormais d'un foot capitaliste qui se joue en coulisses. Un football capitaliste que tout le monde connaît et accepte depuis longtemps. Et on reste avec Thibaut Bassi pour l'actualité en bref. Drame à Matignon. Ce lundi, le corps d'un gendarme de la garde républicaine a été découvert dans les jardins de l'hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre. Le corps présenterait une trace d'impact de balle au niveau de la tempe. Pour le moment, la thèse du suicide est privilégiée. Depuis plusieurs mois, une situation difficile est décriée au sein du service de sécurité de Matignon, mais rien ne permet d'établir, pour le moment, de lien entre ce drame et la situation collective. La cité phocéenne s'écroule. Ce lundi, 2 immeubles mitoyens se sont effondrés en plein centre de Marseille, faisant au moins 2 blessés légers. D'importants moyens ont été déployés pour rechercher d'éventuelles autres victimes sous les décombres. La municipalité marseillaise a indiqué que l'un des 2 bâtiments faisait l'objet d'un arrêté de péril depuis une dizaine de jours. La préfecture des Bouches-du-Rhône a ouvert une cellule de suivi psychologique. Un 3e bâtiment menace à présent de s'effondrer. Un abattoir suspendu après une nouvelle vidéo choc de L214. Samedi, l'association de défense des animaux a porté plainte pour maltraitance et sévices graves après des images filmées dans l'abattoir bio du Bois-Chaud dans l'Indre. Quelques heures après la parution de la vidéo, le préfet de l'Indre, Seymour Morsi, a annoncé qu'il suspendait l'activité de l'abattoir à la demande du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui a dénoncé dans un communiqué les pratiques inacceptables de l'établissement. En 2016, cet abattoir avait déjà été épinglé par les services vétérinaires. Une nouvelle espèce de dinosaure en Argentine. Des paléontologues espagnols et argentins ont découvert les ossements d'une espèce ayant vécu il y a 110 millions d'années. Les scientifiques ont mis la main sur la plupart des os du crâne et une grande quantité de dents, ce qui a permis d'effectuer une reconstitution quasi complète. Baptisé l'Avocatysaurus agriensis, cet herbivore de 12 mètres de long vivait en groupe dans une zone désertique près de la cordillère des Andes. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour avec une personnalité que vous connaissez bien. Il y a 35 ans, Jean-Yves Le Gallou était à l'initiative du concept de préférence nationale. Il vient aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage intitulé « Européens d'abord », essai sur la préférence de civilisation. L'Institut Iliade a eu l'idée d'une vidéo « Être européen ». Et alors là, c'est très intéressant parce que tout le monde disait... Être européen, ça n'aura pas de succès. L'Europe, ça embête les gens. L'Europe, ça n'intéresse pas les gens. L'Europe, ça ne plaît pas aux gens. Et donc, les plus optimistes disaient, ma foi, la vidéo Être européen fera 3 à 4 fois moins de vues que la vidéo Être français. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il y a davantage de gens qui se sont reconnus dans cette vidéo Être européen que dans la vidéo Être français, parce que, vous savez, aujourd'hui, être français, avec le code de la nationalité, ça ne veut plus dire grand-chose.
Il y a une préfète qui a opéré un moment en Seine-Saint-Denis et qui racontait qu'elle remettait, à l'époque elle était sous-préfète, qu'elle remettait des titres de nationalité française à des femmes en hijab, voire à des femmes en burqa. À partir de ce moment-là, la nationalité française ne veut plus dire grand-chose. C'est ça le problème. Alors qu'européen, ça renvoie à une civilisation. Vous ne pouvez pas être européen en burqa, c'est pas possible. Et ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit l'ancien député et maire de Brienne-le-Château, Nicolas Dhuicq, pour évoquer la situation chez les Républicains ainsi que les enjeux stratégiques actuels. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Quand vous faites l'aller-retour entre la banlieue parisienne et votre village tranquille, et quand vous regardez du fond de votre salon qui sent le feu de bois les chaînes de la TNT qui, elles, ne parlent que de Paris et de sa région, vous êtes quand même stupéfait de voir comment ils décrivent la réalité, enfin leur réalité de là-haut, alors que, en tant que provincial, vous avez vu, vous, tout autre chose quand vous étiez là-haut en banlieue, mais personne ne vous demande votre avis pour autant. Parce que le propre de ces chaînes du câble, c'est la même chose que les élites en général, c'est qu'elles protègent leur vision du monde contre l'évidence. Une évidence souvent tout autre. L'un des grands thèmes de la semaine écoulée, c'était les péages urbains. Autrement dit, les portiques et les caméras qui permettront de faire payer un péage à l'automobiliste qui se présente à l'entrée d'une ville. Déjà, ça paraît bizarre aux petites gens de Campagnol qui croisent 10 voitures par jour de voir que ce sujet envahit tout l'espace télévisuel sans aucune mention de l'autre France pour laquelle le problème ne se pose pas. Je vous rappelle que la moitié de la population française habite 90% du territoire dont il n'est pratiquement jamais question, sauf à la rigueur en cas de tempête ou d'inondation. Cette parenthèse refermée, je voudrais éviter d'aborder la question rebattue des caméras légitimes ou non de la disparition des commerces en centre-ville, puisque les centres-villes deviennent inaccessibles à force de flicage. Non, je voulais seulement montrer combien le discours des élus et surtout des journalistes qui sont leurs relais, combien ce discours cherche à contourner le réel pour vous parler d'un autre réel idéal où les solutions qu'ils préconisent vont résoudre exactement les problèmes qui se posent. Le propre de l'énarque, en général, est de vous proposer une relation simplifiée entre un problème et la solution qu'on lui propose, en supprimant au passage toutes les variables un peu gênantes, pour parler comme au bar de Campagnol, tous les trucs, les objections qui mettent un raisonnement par terre. Un exemple, le réchauffement climatique. On vous dit dans 50 ans ceci et cela, mais aucun raisonnement ne prend en compte l'éventualité d'un cycle solaire plus faible, l'éventualité d'un volcan qui envoie des cendres dans l'atmosphère, ou d'une météorite qui pulvérise des particules et qui nous infligerait des hivers à -20 pendant toute une génération. Toutes choses qui se sont produites plusieurs fois dans l'histoire. Donc pour en revenir à nos spécialistes qui réfléchissent sur le péage urbain, ils nous disent en gros, c'est leur principal argument, que ça va inciter les gens à prendre les transports en commun. Et là vous avez toujours le spécialiste numéro 2 qui dit encore faudrait-il qu'il y ait des transports en commun en nombre suffisant. Et là vous dites du fond de votre salon, là qui sent le feu de bois, en songeant à votre propre expérience de la région parisienne, il y a quand même bien quelqu'un parmi tous ces spécialistes qui va forcément ajouter, et à condition surtout que les gens n'aient pas peur de prendre les transports en commun. Mais non, pas du tout. L'idée ne vient à personne que lorsque vous êtes obligé de prendre le RER ou un autobus qui traverse un quartier de banlieue à 21h, vous puissiez tout simplement avoir la trouille de ceux qui vont monter à la prochaine station sans payer, pour mettre leurs pieds à côté de vous sur le siège. Par exemple, quand vous êtes un citoyen ordinaire qui vient d'accompagner un patient aux urgences et qui a vu 2 panneaux sur le mur de la salle d'attente, le premier disant « Le fait d'agresser un membre du personnel soignant est passible de temps de prison », et l'autre qui dit « Si des personnes rentrent depuis moins de 21 jours d'un pays à Ebola, qu'elles se fassent connaître au guichet 9 ». Quand vous êtes un citoyen conscient de ce qui l'entoure, vous n'avez aucune envie de multiplier les risques en prenant les transports en commun. Donc on aura beau faire rouler 2 fois plus d'autobus, si les gens sont convaincus qu'ils ont 2 fois plus de risques qu'en prenant leur voiture, toutes les politiques de la ville vont buter sur une évidence que personne n'a voulu prendre en compte.
L'important, ce n'est pas le nombre de bus, c'est la nature de leur fréquentation. De même que lorsqu'on installe des caméras qui lisent les plaques, il faut être sûr que les gens n'ont pas mis de fausses plaques. Mais tout ça n'est pas prévu par les planificateurs qui ont systématiquement évacué de leur raisonnement le fait qu'il existe des gens qui piétinent toutes les règles et qui se moquent totalement de tout ce qui n'est pas la coercition pure et simple à laquelle on finira probablement par revenir. Donc appeler au comportement citoyen quand on a affaire à des loups, ça ne fait pas rire du tout les campagnards qui savent très bien, surtout en ce moment, qu'un loup n'a jamais aucun esprit civique en débarquant dans une bergerie.